Et si tout commençait par un mensonge, pas un mensonge malveillant, pas une arnaque, mais un petit mensonge, raconté par un jeune homme, timide, les mains tremblantes, dans une salle de réunion à l'autre bout du monde. Il s'appelle Phil. Et ce jour-là, sans le savoir, il pose la première pierre de ce qui deviendra la marque de sport la plus influente de l'histoire moderne. Nike. Un empire bâti non pas sur des muscles, mais sur la foi, sur le doute, sur des kilomètres parcourus en silence, à l'aube, lorsque le monde dort encore. Mais avant le mythe, il y avait l'enfant. Alors revenons là où tout commence. Philip Hampson Knight est né le 24 février 1938 à Portland, dans l'Oregon, une ville grise, froidement belle, écrasée par la brume et les pins immobiles. C'est là que Phil grandit, dans une maison modeste, au sein d'une famille où l'on ne montre pas facilement ses émotions. Son père, William Knight, est un homme droit, sévère, un éditeur de journal local profondément attaché à l'indépendance et à l'effort personnel. Pour lui, l'argent doit se gagner. La vie ne fait pas de cadeaux. Phil l'admire, mais le redoute. Il n'a jamais été du genre à recevoir des tapes dans le dos ou des « je suis fier de toi ». Chez les Knight, on ne pleure pas, on ne se plaint pas, on avance. Point. Sa mère, Lotta Hatfield, est douce, réservée, presque évanescente. Elle aime ses enfants avec tendresse, mais laisse la direction du navire à son mari. Phil est le cadet, entre deux sœurs. Il apprend vite à être discret. Phil n'est pas populaire à l'école. Il n'est pas mauvais élève, mais il est invisible. Il ne brille dans aucun domaine, sauf un, la course. Quand il court, quelque chose change. Son corps devient plus léger, son esprit se vide, il se sent libre. Pour la première fois, il se sent vivant. C'est une révélation. Il court chaque jour, parfois jusqu'à l'épuisement, comme pour fuir quelque chose, ou peut-être se prouver qu'il vaut quelque chose. Ce n'est pas le sport qui l'attire, c'est la solitude qu'il offre. L'effort pur, le silence intérieur, la course devient son refuge, et bientôt, son obsession. Phil entre à l'université d'Oregon. Il veut se rapprocher du monde qu'il admire, celui des sportifs. Il rejoint l'équipe d'athlétisme, dirigée par le légendaire coach Bill Bowerman. Mais Bowerman n'est pas impressionné. Phil n'est pas un grand coureur. Il n'est ni rapide, ni explosif. Il n'a pas l'étoffe d'un champion. Mais il a quelque chose d'autre. Il est endurant, acharné, increvable. Il court pour exister. Bowerman le remarque. Pas pour ses performances, mais pour sa détermination. Et Phil, de son côté, observe son coach avec fascination. Bowerman est un génie du détail, obsédé par l'optimisation des chaussures, la légèreté, l'adhérence. Il passe ses nuits à bricoler des semelles dans son garage. Phil ne le sait pas encore, mais c'est avec cet homme que tout va commencer. En dehors de la piste, Phil suit des cours de commerce. Il lit beaucoup, il dévore les biographies de fondateurs d'empires. Mais plus que tout, il cherche un sens à sa vie. Un soir, il tombe sur une citation du poète grec Héraclite qui le hante. « Les hommes ne savent pas ce qu'ils font lorsqu'ils sont éveillés, tout comme ils oublient ce qu'ils ont fait en dormant. » Phil a peur de ça, peur de traverser la vie comme un somnambule. Il veut plus, il veut créer quelque chose qu'il dépasse, mais il ne sait pas quoi. Après son diplôme, il décide de fuir la monotonie. Il part faire un tour du monde, littéralement. Avec un sac à dos et quelques économies, il traverse l'Europe, passe par l'Inde, s'émerveille en Grèce, visite les temples japonais et note, dans un coin de son carnet, une idée qui ne le quitte plus. Une idée folle. Pourquoi les Américains devraient-ils payer une fortune pour des chaussures de sport alors que le Japon est en train de produire des modèles tout aussi performants à une fraction du prix? C'est là, à Tokyo, dans un bureau impersonnel de l'entreprise Onitsuka Tiger, qu'il improvise son tout premier pitch de vente. Et incroyable, ils acceptent. Il vient de décrocher le droit exclusif d'importer les chaussures Tiger aux États-Unis. De retour en Oregon, il fonde Blue Ribbon Sports avec un ami et coach, Bowerman. L'entreprise ne tient qu'à un fil. Pas de locaux, pas de budget, pas de stratégie. Mais ils ont un rêve. Phil vend les chaussures depuis le coffre de sa voiture, de stade en stade, week-end après week-end. Et ça marche. Les coureurs aiment le confort, la légèreté, le design épuré. Phil a trouvé quelque chose, mais il ne le sait pas encore. Il ne fait que commencer. Les ventes de Blue Ribbon décollent, mais plus le succès est au rendez-vous, plus Phil se sent pris au piège. Onitsuka commence à ralentir les livraisons, à ignorer ses suggestions, à traiter Blue Ribbon comme un simple distributeur de seconde zone. Pire encore, des rumeurs circulent. Onitsuka chercherait à lui retirer ses droits exclusifs, à le remplacer. Phil sent venir le coup dur. Il sent que le vent tourne. Alors, il prend une décision brutale, définitive. Il coupe les ponts. C'est un saut dans le vide. À ce moment-là, Blue Ribbon ne vend plus rien. Plus d'accords, plus de fournisseurs, plus de produits. Seulement un bureau vide, quelques employés inquiets et un homme au regard fixe. Réunis autour d'une table trop longue pour leur petit bureau, les membres de l'équipe regardent Phil en silence. Il se lève, inspire profondément et dit ces mots: « Notre partenariat avec Onitsuka est terminé. Nous sommes seuls. » Silence. Personne ne répond. Alors il enchaîne. Mais peut-être que c'est ce qu'il fallait. Peut-être que c'est ça, le moment que nous attendions. Il fait une pause, puis regarde chacun de ses collaborateurs dans les yeux.
Onitsuka nous a freinés. Trop longtemps. Fini les livraisons en retard, fini les designs refusés, fini la dépendance. À partir d'aujourd'hui, nous ne vendons plus la marque d'un autre. À partir d'aujourd'hui, nous bâtissons la nôtre. Un frisson traverse la pièce. Le doute devient tension. La tension devient énergie. Un silence motivé, rempli d'espoir. Il faut maintenant nommer cette marque. Phil propose une idée, un nom mystérieux, Dimension 6. Mais personne ne l'aime. Le nom semble froid, abstrait, sans âme. Alors Jeff Johnson, premier employé de Blue Ribbon, prend la parole. Il raconte un rêve étrange qu'il a fait la nuit dernière. Une voix lui a soufflé un mot, un seul. Nike. Phil lève les yeux, interloqué. Quoi? Jeff explique. Nike, la déesse grecque de la victoire, ailée, rapide, légendaire. Phil réfléchit. Il repense à ce temple grec qu'il a vu pendant son voyage. Il revoit les statues, les ailes, les colonnes. Le mot a quelque chose de puissant, d'insaisissable. Mais il n'est pas convaincu, pas encore. Seulement, le temps presse, les dossiers s'empilent, les prototypes doivent être lancés, alors à contre-cœur, il dit « D'accord, ce sera Nike ». Un mot venu du rêve de quelqu'un d'autre allait devenir l'un des noms les plus puissants de l'histoire du marketing. Maintenant qu'ils ont un nom, il leur faut un logo, un symbole, un cri visuel. Ils contactent une jeune étudiante en design, Caroline Davidson. Phil lui donne un brief simple, un logo qui évoque le mouvement, la vitesse, la fluidité. Quelques jours plus tard, elle revient avec un tracé ondulé, presque calligraphique, un coup de pinceau rapide, une virgule ailée, un éclair qui file. Phil le regarde et murmure « Je ne suis pas sûr de l'aimer, mais je pense qu'il va grandir en moi ». Elle est payée 35 $. 35 $ pour un logo qui deviendra plus reconnaissable que la Croix-Rouge ou le drapeau des États-Unis. Avec le nom et le logo, tout est prêt. Ils lancent leur tout premier modèle, une nouvelle version de la Cortez, mais cette fois signée Nike. Seulement, il y a un hic. Les premières usines partenaires livrent des chaussures défectueuses, des coutures qui lâchent, des semelles mal collées, des matériaux bon marché. Les retours s'accumulent, les marges fondent. L'image naissante de Nike est en danger. Phil, une fois encore, doit improviser. Il monte un réseau de fabricants au lieu de dépendre d'un seul. Il reprend le contrôle sur la qualité. Il inspecte, teste, compare. Il apprend la fabrication à la dure. Chaque erreur lui coûte cher, mais chaque erreur le rend plus fort. Nike commence doucement à trouver son rythme. Mais l'histoire avec Onitsuka n'est pas tout à fait terminée. Furieux que Phil ait lancé sa propre marque, Onitsuka intente un procès contre Blue Ribbon, l'accusant de rupture de contrat. Phil contre-attaque. Il prouve qu'Onitsuka avait tenté en coulisses de signer avec d'autres distributeurs derrière son dos. Pendant des mois, la bataille judiciaire fait rage. Mais à la fin, un accord est trouvé. Les deux entreprises prennent des chemins séparés. Et en 1971, Blue Ribbon devient officiellement Nike Inc. C'est la fin d'une époque et le début d'un empire. L'année 1971 marque la naissance officielle de Nike Inc. et à peine née, la marque frappe déjà très fort. Aux Jeux Olympiques de 1972, Nike réussit un coup de maître, faire porter ses chaussures par plusieurs athlètes américains, pas des superstars, mais des outsiders, des combattants, des visages nouveaux, et pourtant, sur le podium, ils brillent. Les caméras capturent leurs gestes, leurs courses, leurs victoires. Et à leurs pieds, le swoosh. Le monde entier le découvre et le retient. Nike vient d'entrer dans la cour des grands. De 1972 à 1977, les chiffres s'envolent. Les ventes atteignent 14 millions de dollars en 1976, puis 28 millions en 1977. Chaque centime gagné est réinvesti. Phil ne veut pas faire de profit tout de suite. Il veut gagner le terrain, il veut que Nike soit partout, dans les stades, dans les écoles, dans les rues. Alors il ouvre de nouvelles usines, il embauche plus d'employés, il commande toujours plus de chaussures. Mais en coulisses, un danger guette. Nike, malgré ses ventes massives, est à court de cash. Phil emprunte, jongle, serre les dents, il croit dur comme fer qu'il suffit de continuer à croître, que la rentabilité viendra ensuite. Mais un matin, une lettre vient tout bouleverser. Phil ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une facture, 25 millions de dollars. Le gouvernement américain réclame à Nike des arriérés de droits de douane sous une loi obscure appelée American Selling Price, ASP. Cette loi date de la Grande Dépression. Elle dit qu'un produit importé similaire à un produit américain doit être taxé 20% du prix de vente de son équivalent local. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi Nike? Phil enquête et découvre la vérité. Ce sont les concurrents américains qui ont déclenché la tempête. Keds, Converse et d'autres marques historiques. Ils ont peur. Peur de Nike, de sa vitesse, de sa jeunesse, de son ascension incontrôlable. Alors, ils ont fait du lobbying à Washington et ont réussi à faire appliquer la vieille loi ASP contre Nike rétroactivement sur 3
3 ans. Phil est abasourdi. Chaque paire importée pourrait coûter 6 $ de plus. Et les 25 millions réclamés, un coup de massue. Nike ne peut pas payer. Mais Phil refuse de céder. Il engage les meilleurs avocats, prépare une défense solide. Mais il ne s'arrête pas là. Il lance une campagne médiatique, une publicité choc racontant toute l'histoire. Comment Nike est victime d'un système truqué, d'un jeu de pouvoir. Il prend le pari de faire appel à l'opinion publique, aux coureurs, aux jeunes, aux passionnés. Et ça marche. Les clients se mobilisent, les médias relaient. Après 3 années de lutte, de procès, de nuits sans sommeil, Nike gagne, enfin. Presque. Un accord est trouvé. Nike ne paiera que 9 millions au lieu des 25 demandés. Phil sait que c'est encore beaucoup. Mais c'est une victoire morale. Et surtout, Nike est toujours debout. Nous sommes en 1980. Nike entre officiellement en bourse. Et ce jour-là, tous les cauchemars de trésorerie, les dettes, les incertitudes s'envolent. La marque lève des millions. Phil Knight, qui détient 46% des parts, devient riche du jour au lendemain. Mais ce n'est pas ça, le plus beau. Le plus beau, c'est ce moment. Il appelle les parents de l'un de ses premiers employés, qui avaient prêté leurs économies de vie à l'époque où Nike n'avait plus rien. Ils n'avaient rien demandé en retour, aucune action, aucune promesse, juste un coup de main. Mais Phil leur avait donné des parts, par principe. Et ce jour-là, il leur annonce que leur investissement de 8 000 $ vaut maintenant 1,6 million. Ce n'est pas une entreprise qu'ils ont aidé à sauver, c'est une légende qu'ils ont contribué à écrire. Maintenant que Nike est en bourse, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Phil Knight ne perd pas une seconde. Il veut que Nike devienne une marque mondiale, pas seulement un géant américain. Et pour cela, il met les yeux sur un marché encore fermé, encore mystérieux à l'époque, la Chine. Peu d'entreprises occidentales osent y entrer. Mais Phil y voit l'avenir, il signe un accord avec 2 usines chinoises, devenant ainsi le premier fabricant de chaussures américain autorisé à faire des affaires en Chine. C'est un tournant. Désormais, Nike peut produire à très grande échelle, pour un coût bien moindre. Mais cette expansion soulève aussi une autre idée. Pourquoi se limiter aux chaussures? Nike lance sa première ligne de vêtements. Des shorts, des maillots, des sweats, des tenues d'athlètes, mais surtout des uniformes d'identité. Car Phil Knight a compris une chose essentielle. Les jeunes ne veulent pas seulement courir vite, ils veulent ressembler à des gagnants. Nike ne vend plus seulement des produits. Nike vend un style, une attitude, une mentalité. Et cela change tout. Les ventes explosent, les investisseurs affluent, les négociations avec les athlètes deviennent plus intéressantes. Nike peut maintenant leur offrir plus qu'une paire de chaussures. L'un après l'autre, Nike signe des contrats visionnaires. Tiger Woods, alors jeune golfeur plein de promesses, LeBron James encore adolescent mais déjà une légende en gestation. Et surtout, Michael Jordan. Phil et son équipe détectent son potentiel avant tout le monde. Ils ne lui proposent pas juste un contrat, ils lui offrent une ligne entière de chaussures, les Air Jordan. Et là, tout explose. Les Air Jordan deviennent un phénomène culturel, une obsession, un symbole. Elles ne sont plus des chaussures, elles sont des objets de désir. Des queues se forment à chaque sortie, des enfants dorment devant les boutiques, des fans pètent des fortunes pour les premiers modèles, et Nike devient intouchable. En 1986, Nike dépasse Converse et devient la plus grande marque de sport en Amérique. Phil Knight est au sommet du monde, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début du chapitre le plus sombre. Nous sommes en 1991. Dans les bureaux de Nike, une journée normale commence. Ordinateurs allumés, conférences téléphoniques, réunions de design et puis une alerte, un rapport. Publié par un activiste américain du nom de Jeffrey Ballinger. Un rapport qui accuse Nike d'exploiter des travailleurs dans des conditions inhumaines dans ses usines à l'étranger. Le document est glaçant. Il parle de bidonvilles, de toilettes partagées par 100 familles, de bâtiments dangereux, de journées de 16 heures, de salaires inférieurs à 1,25 $, et le plus choquant, le recours au travail des enfants. Nike tente de minimiser, de se défendre, de dire qu'elle ne contrôle pas directement les usines. Mais l'opinion publique ne l'entend pas de cette oreille. Les universités américaines coupent leurs contrats avec Nike. Des étudiants manifestent dans les rues, brûlant des chaussures Nike devant les caméras. Les ONG publient rapport sur rapport. Et les ventes chutent. L'action de Nike perd 15%. Phil Knight, qui avait toujours été vu comme un visionnaire, est maintenant dépeint comme un exploiteur, un capitaliste impitoyable, un tyran moderne. C'est un autre genre de bataille qui s'ouvre, pas contre une entreprise, pas contre le gouvernement, mais contre l'éthique même de son modèle économique. Et il sait qu'il ne peut pas se battre comme avant. Phil prend la parole. Il reconnaît publiquement les erreurs et promet de changer radicalement les choses. Nike lance alors une vaste campagne de restructuration, de transparence, des inspections, des rapports internes, des audits. La marque tente de montrer qu'elle entend les critiques, qu'elle veut évoluer, et dans une certaine mesure, elle y parvient. Des organisations de défense des droits humains reconnaissent des améliorations. Mais les doutes ne s'éteindront jamais complètement. Après les scandales, Nike aurait pu tomber. Mais au lieu de s'excuser indéfiniment, la marque transforme la honte en narration.
Elle s'approprie les critiques, elle les absorbe et les retourne. En 2018, Nike fait un geste que peu d'entreprises dans le monde oseraient. Elle place comme visage principal de sa nouvelle campagne Just Do It, un joueur banni de la NFL, un symbole de résistance, un homme au cœur d'une guerre politique, Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, en 2016, avait choqué l'Amérique en s'agenouillant pendant l'hymne national. Un geste fort, un geste de protestation contre la brutalité policière et les injustices raciales. Certains ont vu en lui un héros, d'autres un traître. Et quand Nike l'a choisi pour porter son message, le pays entier a explosé. Des vidéos de gens brûlant leurs chaussures Nike ont circulé sur internet. Le cours de l'action Nike a chuté de 2,5%. Les appels au boycott ont envahi les réseaux, mais Phil et son équipe savaient exactement ce qu'ils faisaient. La publicité est simple, un gros plan du visage de Kaepernick, une phrase blanche sur fond noir, croit en quelque chose, même si cela signifie tout sacrifier. Le message est clair, puissant, clivant et magistralement efficace. Nike gagne 6 milliards en valeur de marque, plus de 160 millions en couverture médiatique gratuite, et les ventes 31% dans les semaines qui suivent. La campagne reçoit un Emmy Award et entre dans l'histoire. Nike n'est plus juste une entreprise. C'est une voix. Quand Nike a lancé Just Do It en 1988, personne n'imaginait que 3 mots changeraient le monde. Mais ce slogan n'a jamais été juste une phrase, c'est une philosophie, un cri du cœur, un appel au courage. Nike a osé mettre en scène un marathonien de 80 ans, un coureur séropositif, des femmes voilées, des athlètes en fauteuil roulant. Chaque campagne disait la même chose, peu importe qui tu es, où tu viens, ce que les autres pensent, si tu y crois, fais-le. Just Do It. C'est ce que Phil Knight a fait toute sa vie. En 2016, après plus de 40 ans de règne, Phil Knight quitte définitivement la présidence de Nike. Il laisse derrière lui l'une des marques les plus puissantes du monde, mais surtout une légende. Un gamin timide de l'Oregon, un coureur sans avenir, un rêveur avec une idée folle, un homme qui a refusé d'abandonner. Il a changé le monde, avec un crayon, une idée et une paire de baskets. Et toi, c'est quoi ton idée folle? Celle que tu n'oses pas lancer? Celle que tu gardes dans un coin de ta tête? Celle que les autres trouvent ridicule? Phil Knight n'avait pas de plan parfait. Il a sauté dans l'inconnu, il a pris des coups, il a échoué, il s'est relevé, encore et encore. Parce que parfois, il suffit d'un seul pas pour changer ta vie, un seul moment de courage, une seule décision. Alors n'attends pas, ne demande pas la permission. Just do it. Si cette histoire t'a inspiré, n'oublie pas de liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle autre légende veux-tu que je raconte? Quelle marque? Quel entrepreneur? Quelle histoire folle? Regarde aussi cette vidéo juste ici, elle va t'emmener encore plus loin. À très vite.